L'Hebdo Politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale sur Sensation et BPM avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Richard Rivot, le maire de Fontenay-le-Fleury. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique. Richard Rivot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 53 ans, vous travaillez comme cadre à la SNCF dans le civil et en politique. Vous avez d'abord été adjoint au maire en charge du secteur enfance et périscolaire à Fontenay-le-Fleury. Le maire Jean-Jacques Lasserre décédera en cours de mandat en 2011 et sera remplacé par Dominique Connor. Et aux élections municipales de 2014, vous vous présentez face à elle et vous remportez la mairie avec 43% des voix avec une liste divers droits. Je précise que vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand-Parc. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes cadre à la SNCF, en tant que salarié de cette entreprise d'abord, et puis en tant que maire ensuite. Que pensez-vous de la réforme que souhaite le gouvernement, et surtout de la grève sans précédent qui s'annonce ? Alors c'est deux sujets différents, on est bien d'accord. La réforme, en fait, finalement, elle est issue du rapport de Jean-Cyril Spinetta, et c'est un rapport qui montre deux choses. Il montre que le monde de demain dans les transports va changer fortement. Notamment pour la SNCF, il va y avoir une ouverture à la concurrence. Pour s'organiser... Dont elle avait besoin, cette ouverture à la concurrence. Enfin, la SNCF en tant qu'entreprise ne va pas se prononcer si elle avait besoin. Mais sur un marché libre, c'est pas inintéressant que d'avoir de la compétition. L'enjeu pour la SNCF, c'est d'être prête. Voilà, le sujet il est là, et aujourd'hui dans l'organisation, et je pense que beaucoup de cheminots qui, comme moi, ont un peu d'expérience, vont se rappeler l'ouverture de la concurrence au fret. Moi je voudrais redire qu'au fret, à l'époque, il y avait un chiffre d'affaires de 2 milliards, aujourd'hui il est inférieur à 700 millions. Donc on voit bien que la concurrence n'a pas été bénéficiaire. On ne va pas appliquer le même ratio à l'avenir aujourd'hui du marché de la SNCF, mais il y a une véritable alerte, et donc il faut se préparer. Par rapport à ça, il y a aujourd'hui, dans le débat, il s'est passé trois choses. Il y a d'abord eu, il faut le dire, je le dis bien volontiers, ce que j'appelle un SNCF bashing, c'est-à-dire que ça a été plutôt mal présenté. On a présenté les cheminots comme des nantis, comme des favorisés. Et moi, je le vois de l'intérieur, ils l'ont très mal vécu. Ils en sont blessés, et je fais partie de ceux qui sont blessés parce que ce n'est pas une population de nantis. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point, il y a un amalgame entre l'ouverture à la concurrence, le statut et les retraites, qui est plus ou moins entretenu. Et tout ça n'est pas lié. Le régime particulier des cheminots fait que, et ça a été démontré dans le rapport de Jean-Cyril Spinetta, il y a aujourd'hui un handicap de compétition en raison du statut et en raison de l'organisation de la SNCF et de son manque de modernisation. En gros, on considère qu'il y a 1,5 milliard sur 6 milliards de masse salariale, presque un quart de défaut de compétitivité qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre, réduire. Ça, c'est un premier sujet. Et donc, il faut le faire. Donc, il y a la partie du statut qui va être discutée, qui est impulsée par le gouvernement, qui pèse pour un peu moins de 500 millions. Et l'autre partie, qui est importante, c'est 1 milliard, c'est à la SNCF d'aller trouver de meilleures organisations, plus de polyvalence, plus de souplesse, de revoir ses structures. Et ça, c'est un défi qu'a relevé l'entreprise, puisque l'entreprise va présenter au mois de juillet un projet pour être beaucoup plus compétitive. Voilà, ça il faut bien le faire. Maintenant, en tant que citoyen, est-ce que la grève, c'est un bon moyen d'expression ? Alors vous parlez d'une part à un citoyen très engagé, vous parlez à un cadre de la SNCF qui n'a jamais fait grève, et donc évidemment... Et un maire de ville qui a une gare avec beaucoup de gens qui utilisent les transports. Alors, forcément, mon avis, je le dis là-dessus, il est très clair, je pense que la grève n'est pas le bon moyen. Elle n'est pas le bon moyen pour, bien sûr, les cheminots, ils peuvent s'exprimer autrement, et il y a un débat qui, de toute façon, appartient aux citoyens, c'est le gouvernement qui a la main, donc il faut accepter cette règle de la démocratie. Il y a ensuite, réellement pour les citoyens, une véritable pénalité. Moi, j'ai beaucoup de citoyens de ma ville, mais je pense que c'est partout pareil sur le territoire, qui utilisent les moyens de transport pour aller travailler. Il n'y a aucune raison de les prendre en otage, de dégrader leurs conditions de vie, parce qu'on a un pouvoir de nuisance. Et dans la période qui s'ouvre, qui quand même commence le 3 avril et va aller jusqu'au 30 juin, si on lit bien tous les préavis de grève, on a beaucoup de week-ends, beaucoup de fériés où les Français ont pour habitude de se déplacer, d'aller voir la famille et de prendre quelques jours de repos. Et là, on va pénaliser tout ce monde-là pour un débat interne et pour un refus, peut-être, par anticipation, de ce que pourrait être une réforme. Donc définitivement, moi j'invite
tous mes collègues cheminots à ne pas faire grève. C'est bien noté, le message est passé. Pour continuer sur le gouvernement et le président Macron, il a baissé drastiquement, on peut dire, les dotations aux communes. Est-ce que c'est normal pour vous que les communes doivent faire aussi participer à l'effort national ? C'est tout à fait normal. Il y a dans la gestion de l'État, et ce depuis plus de 40 ans, quelque chose qui est anormal, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens. Vous imaginez, il y a plus de 40 ans qu'on n'a pas vu un budget en France équilibré. C'est une première anomalie. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez, pendant 40 ans, votre banquier vous fait crédit. Je ne suis pas sûr que vous trouviez un banquier qui vous suive. Alors, on nous dit les États, c'est pas tout à fait pareil. Donc moi, je compare à la performance économique des autres États. Certains sont en déficit, mais le déficit moyen observé est plutôt de 1% par rapport au PIB. Nous, on est à 2,6% et on se satisfait de ça. Donc il y a une deuxième anomalie, c'est qu'on a un déficit plus élevé. Donc il faut le réduire. La dépense communale, la dépense des collectivités territoriales fait partie de la dépense publique, donc il est tout à fait normal qu'elle contribue à l'effort de réduction. Où il y a un point sur lequel je ne suis pas en accord avec le président Macron. C'est donc pas sur la direction, c'est dans la méthode. Aujourd'hui, l'effort pèse principalement sur les collectivités. On réduit leur budget, on leur dit vous n'avez pas le droit à avoir une croissance de vos dépenses supérieure à 1,2%, donc on impose des règles qu'on pourrait estimer saines. Oui, sauf qu'on les impose aux collectivités, et puis l'État ne montre pas l'exemple. Et donc, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'eux, ils continuent à augmenter leurs dépenses, et ils ont inventé un concept qui est quand même assez intéressant. Ils augmentent leurs dépenses moins vite que la croissance de leurs recettes. C'est quand même très différent que de réduire ses dépenses. Donc non, je ne suis pas d'accord sur la manière dont c'est opéré. La direction est par contre très bonne, les collectivités font l'effort et je trouve ça important. Maintenant, à l'État de suivre les collectivités. Vous avez soutenu lors des dernières législatives Jean-Michel Fourgouze sur cette circonscription, le député sortant qui a finalement été battu par Nadia Hay de La République En Marche. Quel regard vous portez sur les premiers mois d'exercice de cette nouvelle députée qui était novice en politique ? Alors, elle était novice, alors moi, je vais porter un regard tout à fait objectif. Elle est venue nous voir dans les villes. À Fontenay, elle est venue plusieurs fois. Elle est venue de deux manières. Elle est venue d'une part se présenter à la population. Elle a fait des réunions, je n'ai pas participé, mais je sais qu'elle a fait des réunions publiques. Elle essaye de rendre compte de son action, ce qui est plutôt positif. En l'occurrence, c'est une femme politique, mais quand elle explique ce qu'elle fait, c'est bien. Elle est venue dans des manifestations, et puis elle a pris le temps de venir dans un rendez-vous avec le maire, et de discuter des sujets qui nous préoccupaient. Donc en ce sens, moi j'ai noté beaucoup de bonne volonté et un véritable appétit pour découvrir son métier. Voilà, maintenant ça lui fait bientôt, on va être à 1 an d'exercice, donc j'espère qu'elle va continuer à bien travailler. On a besoin de gens qui s'intéressent au sujet. Les sujets que j'ai abordés avec elle étaient soit économiques, celui dont on vient de parler avec vous, où là c'est plutôt, je suis en attente de mieux répartir l'effort sur tous les contribuables de la nation. Donc c'est un sujet qu'elle a pris en attachement. J'ai pas dit qu'elle me rejoignait dans mon avis, mais en tout cas elle l'a pris en attachement. Et puis après on a parlé des sujets de terrain qui nous intéressent, c'est-à-dire la sécurité, la situation des femmes, parce que nous on le voit beaucoup sur notre territoire, beaucoup de violences sont faites aux femmes et on n'a pas assez de dispositifs d'accompagnement. Donc sur tous ces sujets-là, j'ai senti vraiment qu'elle s'y intéressait. Puis un autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est les mobilités du futur. Et c'est aussi des sujets où elle est venue une demi-journée sur un salon qu'on avait organisé pour montrer comment on pourrait se déplacer demain. Donc pour l'instant, c'est un début d'exercice de mandat dans sa relation locale avec la ville de Fontenay qui est tout à fait convenable. Les soucis que traversent les Républicains en ce moment, un petit mot là-dessus quand même, avec les déclarations de Laurent Wauquiez, la mise en examen récente de Nicolas Sarkozy. On a l'impression que la droite n'est plus audible et n'est plus vraiment la force d'opposition qu'elle voudrait être. Alors, la droite, les Républicains dont je fais partie de cette famille, souffrent depuis la défaite et l'image pitoyable qu'on a donnée à la présidentielle avec le candidat Fillon qui s'est fait rattraper par les affaires. On a perdu l'élection et on voit bien que derrière, on a un positionnement qui est extrêmement difficile. Tout le monde s'interroge. On voit bien qu'il y a une ligne que prend Laurent Wauquiez, qui est un langage dur et qui n'est pas audible, vous venez de le dire vous-même dans votre présentation. On a un autre courant libre qui se structure autour de Valérie Pécresse, mais qui est en phase de structuration et dont les ambitions ne sont pas encore clairement affichées. Tout ça donne, et on a vu le président des Républicains à l'Assemblée nationale la semaine dernière faire un discours qui était à contre-courant de ce qu'attendaient les Français dans l'hémicycle.
au moment où on attendait plutôt de la solidarité nationale, il est venu s'en prendre au gouvernement. Donc on a une image des Républicains qui est quand même très brouillonne, que j'approuve pas. Je pense qu'on aurait besoin plutôt de se recentrer sur que veut-on proposer aux Français, puisque c'est déjà ça à la base, plutôt que d'essayer de prendre des postures sur comment, ou d'aller draguer des électeurs à la droite de la droite, qui finalement ne nous rejoindront jamais parce qu'ils n'ont pas vraiment nos idées. Donc on ferait mieux de se concentrer sur deux sujets qui sont toujours, à mon avis, le plus essentiel, c'est quel serait notre projet à proposer aux Français et dans quelles valeurs on veut les porter. Voilà les deux piliers, à mon avis, d'un bon programme. Aujourd'hui, on ne le voit pas encore se dessiner. Est-ce que vous pensez que ça va être suffisant, les 4 prochaines années, ça passe très vite, 4 ans, pour avoir justement un projet précis pour les prochaines présidentielles, par exemple ? Alors, à mon niveau, je ne suis pas apte à juger. Alors, je ne m'implique pas suffisamment dans la vie des Républicains pour dire si aujourd'hui ça va se faire ou pas. Ils ont tout intérêt à le faire, parce que sinon, ils peuvent devenir un parti qui va exploser comme le Parti Socialiste. Aujourd'hui, il y a les ingrédients de la dissolution. Et il faut faire attention, parce que dans la famille des Républicains précédemment, il y avait une grande partie qui était quand même très centriste, qui peut être très intéressée par la République En Marche. J'ai une partie a déjà migré très ouvertement. Une bonne partie de la famille des Républicains pourrait se disloquer avec une partie qui part là-bas. Donc il y a vraiment un risque majeur. J'espère que tous ceux qui dirigent ce parti l'ont identifié et ils travaillent ardemment. Voilà. Maintenant, je ne suis pas dans les travaux, donc je ne peux pas en dire plus. Avant de passer aux sujets vraiment très locaux, vous faites partie, Fontenay-le-Fleury fait partie de Versailles Grand Parc. Oui. C'est un peu flou parfois pour les gens qui sont dans ces villes. Qu'est-ce que ça vous apporte ? En quoi ça consiste de faire partie d'une agglomération comme celle-là ? Alors, les agglomérations ont récupéré des compétences qu'avaient les maires avant. Alors, celles qu'on voit peut-être le plus facilement aujourd'hui sur une ville comme Fontenay, il y en a deux. Alors, elles sont assez opposées. Il y a tout le travail sur la collecte des ordures ménagères. Donc ça, c'est très important. C'est Versailles Grand Parc qui s'en occupe. Et on voit un premier résultat, c'est que depuis qu'ils ont repris cette compétence, ils délivrent plus de services pour un coût moindre. Donc ça, c'est une performance qui est importante, c'est très positif. Alors, c'est à travers la TOM que les gens pourraient le voir, mais comme c'est un impôt qui ne bouge pas depuis des années, on ne se rend pas compte du travail qui est fait. Mais là, il y a un travail très qualitatif. Dans un autre domaine, par exemple, Versailles Grand Parc a pris en charge toute l'éducation musicale sur le territoire. Et donc, je vois à Fontenay, on a une association de musique qui était historiquement née dans la ville et soutenue par la commune de Fontenay. Aujourd'hui, elle est soutenue par Versailles Grand Parc. Elle grandit, elle a amélioré son service et elle est soutenue financièrement. Donc il y a ce premier côté, qui est le côté on a remplacé les villes. Mais il y a un deuxième point qui est peut-être plus important et qui est moins visible. C'est qu'une agglomération, elle résonne sur un projet de territoire. Que veut le territoire de Versailles Grand Parc ? Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir ? On a des forces. Alors on a évidemment le château de Versailles. Et Versailles, donc on a un côté culture et histoire qui est très fort. Et ça fait un pied de la politique culturelle. On a autre chose qui n'est pas tellement connue, c'est qu'on est le premier territoire automobile de France. On a toutes les grandes marques d'auto et donc on a dessus une obligation à essayer de continuer à être attractif pour continuer à conserver ces entreprises. Et donc on a développé tout un cluster, tout un monde autour de VDCOM pour être dans la voiture innovante. Récemment, on essayait sur le territoire des voitures à hydrogène. Donc on a là tout un travail à faire, il y a toute une réflexion et on est très bien engagé. Et sur l'économie du territoire de manière plus générale, on a quand même un fleuron avec Vélizy qui est là, qui est le deuxième pôle économique qui attire des entreprises du tertiaire après la défense. Donc on est de niveau mondial, on a Buc et on a toute une zone d'activité qui est forte. Et là, le métier que l'on a, c'est en aménageant le territoire et en travaillant le développement économique, c'est d'être de plus en plus attractif pour conserver sur notre territoire des emplois de demain, ceux d'aujourd'hui, et faire en sorte que nos habitants trouvent de l'emploi à proximité. Et ça, c'est un travail qui est très bien fait à Versailles Grand Parc. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cette hebdo politique avec Richard Rivot, le maire de Fontenay-le-Fleury. Vous avez déposé un recours contre le PLU de Saint-Cyr-l'École à cause d'un terrain, alors si j'ai bien compris, dont Fontenay-le-Fleury est propriétaire, mais sur lequel est prévue l'installation d'une mosquée. Expliquez-nous tout ça. Expliquez-nous d'abord ce qui se passait et pourquoi vous avez fait ce recours. Alors, il y a deux sujets. Il y a effectivement le sujet du recours, j'y reviendrai, et une position qu'a pris Saint-Cyr. Alors c'est ça que je vais préciser. C'est un terrain saint-cyrien. Alors, je me suis trompée, c'est pas vous qui est... Donc ils sont propriétaires. D'accord. Et qui se trouve être finalement une enclave de territoire qui est côté Fontenay-le-Fleury quand on regarde l'autoroute. C'est une enclave de 1400 mètres carrés très exactement.
Que s'est-il passé sur ce terrain ? Historiquement, et depuis 2008, il y avait un accord entre les deux communes, avec des délibérations qui avaient été prises dans les conseils municipaux, pour que la ville de Saint-Cyr rétrocède ce terrain à la ville de Fontenay, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du Levant. Toutes les affaires patrimoniales de la ZAC du Levant ont commencé à l'opposé de Saint-Cyr, elles ont commencé côté centre-ville, et elles arrivent maintenant dans la phase finale vers l'autoroute. Donc on est actuellement dans la phase où on achète les terrains aux propriétaires, il nous reste encore une quarantaine de petits terrains à acquérir, et donc on était dans la phase où on aurait dû, normalement, comme c'est le dernier terrain le plus près de Saint-Cyr, acheter ce terrain à Saint-Cyr. Et voilà qu'il y a 2 ans, Bernard Debain, le maire de Saint-Cyr, a changé d'avis et a dit non, je ne vends plus ce terrain à Fontenay-le-Fleury, je vais le vendre à l'association des musulmans pour qu'ils y fassent une mosquée. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ce projet pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une mosquée en entrée de ville et ce n'est pas une image que l'on veut pour notre ville. Donc, on a demandé à ce qu'il soit étudié d'autres solutions. Et par exemple, l'association des musulmans a fait l'acquisition d'un entrepôt dans notre ZAC à Fontenay-Fossé-Pâté. Et donc, à partir de là, ils ont un lieu dans lequel ils pratiquent, c'est-à-dire ils l'appellent la mosquée de Fontenay, donc ils ont maintenant un lieu, ce qui n'était pas le cas en 2014, donc ils répondent à leurs besoins, donc la situation n'est plus la même. Donc nous on dit, on ne va pas avoir 2 mosquées par exemple à Fontenay, ça n'a pas sens, et pas une en plus pour accueillir les communautés saint-cyriennes, de Bois d'Arcy et de Trappes, puisqu'il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une centaine de pratiquants qui viennent des territoires alentours. Donc on a ce premier sujet sur le positionnement où on n'est pas d'accord. Deuxième sujet avec Saint-Cyr, on attaque le PLU parce que finalement quand on regarde la manière dont Saint-Cyr se développe, il nous inquiète fortement. Il faut savoir qu'au-delà de la problématique de ce terrain, on a aujourd'hui un véritable sujet d'urbanisme. Saint-Cyr grandit beaucoup, à mon avis, beaucoup trop vite. Ils viennent de faire la ZAC Charles Renard, ils sont en cours. Ils ambitionnent de faire entre 1500 et peut-être 2000 logements s'ils font un accord avec ADP pour s'agrandir sur la partie de l'aérodrome. Donc on a là une population très nombreuse qui arrive. Les infrastructures en elles-mêmes n'ont pas changé depuis des années. Les routes sont ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Et il n'y a pas de place de parking. Je fais une aparté, mais on voit que la ZAC Renard n'a même pas 2 ans de livraison. On a déjà un collectif d'habitants qui vient de se constituer pour contester parce qu'ils ne peuvent pas s'y garer. Donc on a un vrai sujet. Et voilà que le PLU de Saint-Cyr sort avec des droits à construire amplifiés, notamment sur cette zone-là, et on voit bien l'approche qui est incomplète. On fait un lieu qui peut accueillir... certains disent 2000, d'autres disent 4000, mais qui est là pour accueillir beaucoup de personnes avec 15 places de parking. Tout ça n'est pas sérieux, ça va conduire à beaucoup de difficultés pour les générations à venir. Donc on attaque le PLU de Saint-Cyr, et qui plus est, pour une grande partie, il y a eu un premier PLU qui a été présenté, il y a eu des évolutions qui n'ont pas été présentées au public, et on a arrêté un PLU qui est différent du premier. Ce qui est des motifs d'annulation assez constants. Quand vous changez un PLU entre la version que vous avez présentée au public et celle que vous votez, en général, le juge l'annule. C'est là-dessus que l'on vient, et moi je le pense à titre personnel. Qui tranche alors ? Vous l'avez déposé devant le tribunal administratif qui jugera de dire est-ce qu'il y a eu réellement suffisamment d'évolution pour qu'on l'annule. Nous, c'est là-dessus que l'on s'arc-boute, parce qu'on pense que les citoyens ont droit à de la clarté. Et on n'a pas le droit de changer l'économie d'un PLU comme ça. En dehors de tout ce que vous venez de nous dire, il y a cette installation de cette mosquée. Vous comprenez bien qu'en ce moment, c'est très touchy, comme on dit. Est-ce que vous n'avez pas peur de heurter la communauté musulmane dans ce que vous venez de dire ? Non, parce que la communauté musulmane à Fontenay, elle est accueillie. On a des relations avec eux. On leur a donné accès à un local, donc on est une ville qui a fait au contraire son travail et qui admet que chaque communauté doit avoir un lieu pour exercer son culte. On n'a aucun malaise avec ça. Nous, on est sur un sujet d'urbanisme pur. On ne veut pas mettre les 2 villes en difficulté parce qu'on pose des objets qui ne sont pas adaptés. Enfin, personne n'irait construire un théâtre avec 500 places sans y faire 500 places de stationnement. Donc comment peut-on imaginer faire une mosquée qui va accueillir... Alors, je ne sais pas tout à fait le chiffre, parce que le maire de Saint-Cyr me dit 2000, l'association me dit 4000, mais on voit bien que pour accueillir un volume de personnes de cette dimension, il faut plus que 15 places de parking. Et on ne peut pas mettre ça, qui plus est, à 1,50 m d'un immeuble en construction. Enfin, il y a vraiment un sujet d'urbanisme. Je pense que la communauté musulmane, quand je discute avec eux, ils entendent ça. Voilà. Vous avez lancé un référendum dans votre commune il y a peu sur l'aménagement du centre-ville. Oui. Alors pourquoi avoir fait ce geste d'abord envers vos habitants et quels ont été les résultats ? Alors, les résultats, c'est que le référendum qui proposait un centre-ville a été
accepté par les Fontenaisiens à hauteur de 66%. Ce qui veut dire qu'on peut se féliciter d'avoir un projet qui a convaincu les 2/3 de tous ceux qui ont participé au vote. C'est le premier point. La raison en est simple, c'est une conviction profonde. Il faut être clair aujourd'hui avec les citoyens. Le temps où on est élu une première fois et qu'on rend compte à la fin du mandat est passé. Moi, je pense qu'il faut rendre compte régulièrement. C'est-à-dire, je fais 2 fois par an des 90 minutes avec le maire, ça s'appelle comme ça, mais les citoyens viennent et me posent des questions qu'ils veulent. Voilà, c'est pour rendre compte de l'action. Et sur les sujets qui sont importants et structurants, je pense qu'on a des outils, des référendums locaux qui sont faciles à activer. Et c'est l'occasion de dire aux Fontenaisiens, voilà, nous on a un projet, on vous en explique ce qu'on en pense, est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? En l'occurrence, ils ont été d'accord à hauteur de 66%. Les grandes lignes, en quelques mots, les grandes lignes, c'est... On avait changement. Alors, il y avait plusieurs composantes. On avait une résidence de 450 logements sociaux. Donc on a obtenu déjà une réhabilitation complète qui a commencé, et donc là tout va être changé, le confort des habitants et l'esthétique, ça va ressembler à une résidence d'aujourd'hui. Donc on va avoir une amélioration résidentielle de cette partie de la ville. Le deuxième point, qui a été très important, on a créé un pôle médical. On avait une fuite des médecins sur Fontenay, en 5 ans on avait perdu 50% des médecins, et donc on a restructuré sur un local qu'on avait à disposition, on avait 900 mètres carrés, on a fait des locaux adaptés pour les médecins, qu'on a rempli avant l'ouverture. On a eu une vraie demande des médecins, et d'ailleurs on en a d'autres qui sont venus sur la ville. Aujourd'hui j'en ai 3 qui demandent à venir, donc on voit que quand on a une offre qui répond, ça attire les médecins, donc on est content de cette action-là. Troisième composante, on va maintenant restructurer, on avait une ancienne halle du marché, qui a un défaut, c'est qu'elle fonctionne que 3 matinées par semaine, donc on va la raser. On a lancé un concours pour avoir un architecte qui nous présentera un projet qui sera retenu à l'été. Et on aura une nouvelle halle commerciale, mais qui fonctionnera différemment. Comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup de pays, j'ai eu l'occasion de voir ça à Lisbonne très récemment. C'est qu'en façade, vous avez des commerces qui sont ouverts toute la journée. Donc nous, on vise à avoir 6 commerces permanents, commerces de proximité, une brasserie, une boucherie, un épicier, une laverie, vous voyez, ce dont vous avez besoin au quotidien. Et dans sa partie qui est finalement un peu en arrière, qui n'est pas sur la rue, une halle de marché qui accueillera le marché 3 fois par semaine. Ça, c'est pour donner du dynamisme. Et on fera venir une épicerie aussi, de type, je sais pas, Carrefour Market, utile ou de cette dimension, pour que les Fontenaisiens puissent finalement être en autonomie sur le secteur. Ça, c'est la deuxième partie du projet. Et puis, il y a une partie complémentaire qui va être d'améliorer l'espace, de traiter le sujet du stationnement et de faire en sorte qu'on puisse avoir un centre-ville toujours plus beau, plus agréable et qui offre plus de qualité de vie. Autre chose qui est nouveau à Fontenay, la ville vient d'ouvrir un LAEP, un lieu d'accueil enfants-parents. Expliquez-nous ça. Alors, c'est parti, notre réflexion est partie du fait que le département, qui a subi aussi les réductions des dotations de l'État, ils ont tout perdu dans les Yvelines. Ils n'ont plus d'argent de l'État, donc ils ont dû restructurer leurs services. Et dans les services qu'ils offraient, il y avait la PMI. Et la PMI est un lieu qui est important parce que beaucoup de jeunes familles, beaucoup de mamans qui ont un bébé pour la première fois, y venaient et il y avait l'écoute attentive d'un professionnel qui les aidait à franchir un certain nombre d'étapes. La PMI à Fontenay a fermé et le service se trouve être aujourd'hui à Saint-Cyr. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de mamans qui ne vont pas jusqu'à Saint-Cyr. Et donc qui viennent, alors qui posaient des questions où quelqu'un tendait l'oreille. Alors ça pouvait être à l'accueil de la mairie, à l'assistante sociale ou à la bibliothèque. Donc mon équipe Petite Enfance, qui est animée par Nathalie Fradetal, qui est une conseillère municipale, est arrivée avec ce projet de dire on peut faire autre chose. Ils ont proposé un lieu d'accueil enfants-parents, qui est un lieu anonyme, où les familles peuvent venir avec les enfants, ils sont accueillis une matinée par semaine, ils posent les questions qu'ils ont besoin de poser, il y a des professionnels qui sont là, qui y répondent et ils repartent. Et on a été vraiment surpris du succès. La première matinée d'ouverture, il y a eu une 40aine de personnes qui sont venues. Donc il y avait un besoin. Un vrai besoin, qu'on avait identifié et on a apporté une réponse. Une dernière question plus personnelle, est-ce que vous pensez déjà à 2020 ou 2021, parce qu'on ne sait pas exactement quand auront lieu les prochaines élections municipales, et pourquoi pas au-delà, dans une carrière plutôt nationale, un poste de député ou de sénateur, ça vous tenterait ? Alors, une carrière nationale ne me tente pas. Pourquoi ? Parce que ça ne me tente pas. D'accord. C'est vraiment très personnel, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à l'actualité, mais j'ai jamais eu l'appétence, par exemple, pour aller sur un sujet national. Voilà, je sais le terrain. Voilà, d'abord, je préfère le terrain. Je suis très ancré à Fontenay. J'ai 51 ans de Fontenay, donc j'aime beaucoup cette ville. Alors, l'échéance de 2020 va arriver. On a commencé à en discuter avec ma femme et j'essaierai de me décider pour les
l'été, parce que comme j'ai une vie Cet professionnelle, été-là. oui, Pour déjà se lancer. pour déjà se lancer, se préparer, le dire clairement aux équipes, à ceux qui me suivent, et donc j'aimerais bien qu'à l'été, on puisse commencer à réfléchir, parce que c'est un engagement qui est fort, puisqu'il faut construire un projet, donc il faut l'emmener, donc ça nécessite un travail préalable. Puis c'est un engagement qui est fort personnel, parce que c'est ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il consomme, notamment dans mon cas de figure qui est un emploi à côté, il consomme sur la vie personnelle. Il prend quasiment toutes les soirées, il prend tous les samedis matins, souvent une partie de l'après-midi et souvent le dimanche matin. Donc voilà, il structure beaucoup la vie. Et donc on a d'abord besoin de le partager avec ma femme, et il faut qu'on en discute, et à l'été, je pense qu'on verra ce qu'on fait, ce qu'on fera dans le futur, quoi. Vous viendrez nous en reparler ici. Volontiers. Merci beaucoup Richard Rivot d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo comme d'habitude sur notre site internet. Bonne fin de journée à l'écoute de nos programmes et à dimanche prochain. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.